Alors, Renaud Vedel, vous avez une longue carrière, vous avez occupé d'éminentes fonctions au service de l'État. Une partie de votre carrière comme spécialiste des enjeux de sécurité, mais avec toujours un tropisme technologique fort. Et vous avez dirigé le centre interministériel de crise pour le Covid. Vous avez également été coordinateur national pour la stratégie française dans l'intelligence artificielle. Et depuis le mois de juin, vous êtes le directeur de cabinet de Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé du numérique. Vous êtes dans cette position incontournable dans l'élaboration de la position française sur l'AI Act et plus généralement sur la politique nationale en matière d'IA. Votre temps est précieux. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir intervenir pour la seconde fois lors de cette AI Act Day. Après votre prise de parole, vous avez accepté de répondre à une ou deux questions. Donc, vous, comme je le disais, vous êtes intervenu déjà l'année dernière et vous allez donc nous expliquer ce qui s'est passé depuis un an autour de ces négociations européennes sur la réglementation en matière d'IA. Je vous cède la parole. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci à Impact AI pour cette invitation. La semaine prochaine se tiendra à la Nouvelle-Orléans NeurIPS. Donc c'est la plus grande conférence mondiale en IA. Elle se tient depuis maintenant, je sais pas, 1, 2, 3 décennies, je ne sais plus exactement. 3586 papiers ont été acceptés et on voit bien que l'intelligence artificielle, essentiellement d'ailleurs l'apprentissage automatique, l'apprentissage machine, et notamment l'IA des modèles fondationnels est au cœur aujourd'hui de l'automatisation numérique et du numérique. Et on voit aussi que cette technologie continue de créer beaucoup de courants de recherche. Elle est en construction. Et légiférer pendant qu'on est en construction, c'est un exercice extrêmement compliqué et ce n'est pas le député qui va me contredire. Et donc c'est ça la difficulté de l'AI Act. Car on voit bien qu'aujourd'hui, à la fois dans l'entraînement, il y a énormément de technologies, à la question des jeux de données. Et pour la première fois, la notion de traitement qu'on a inventée avec la loi informatique et liberté doit se diviser avec une phase d'entraînement et une phase d'utilisation. Et ce ne sont pas les mêmes risques, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et finalement, l'IA, l'apprentissage machine, vise à créer des représentations pour ensuite être appliquées à des choses. Ensuite, il y a la question de chaînes de plus en plus complexes qui se construisent. Et donc, en 2-3 ans, on est passé d'un système dans lequel on voulait réguler des produits et des services avec des systèmes en production, avec une chaîne qui s'est vraiment allongée vers l'amont et d'une très grande complexité, avec des responsabilités croisées entre acteurs. Et c'est ça la question des débats qui nous occupent en ce moment. Comment faire en sorte que la chaîne prenne en compte et équilibre les responsabilités des uns et des autres, tout en ne surrégulant pas et tout en ne bloquant pas par de la répétition d'obligations systématiques à chaque étape. On voit bien qu'entre le modèle fondationnel lui-même, le fine-tuning, ensuite l'insertion ou la finalisation dans un ensemble sectoriel, enfin dans la spécialisation sectorielle sur une tâche, ou un ensemble de tâches, ou sur un domaine. Et puis ensuite l'intégration avec d'autres systèmes informatiques, car les systèmes d'IA ne sont pas des machines uniques et autonomes. On voit de plus en plus leur capacité, et ça aussi à NeurIPS ça fait partie des choses, à aller chercher de l'information pour vérifier sur le web, dans des bases de données sécurisées ou humainement maîtrisées. Et donc le caractère modulaire de l'IA, même si ce sont des très très grosses machines, ces modèles se retrouvent. Et donc c'est ça la grande difficulté de l'AI Act, c'est qu'on a un peu l'impression qu'à la fin d'un processus parlementaire qui a donné lieu d'un processus législatif qui a donné lieu à des études d'impact, à des études approfondies, à des études en commission, qu'on met par amendement à haute dose et à marche forcée quasiment une deuxième législation dans la première. Et donc on caricature un peu la position de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, mais le message en fait il est assez simple, c'est comment écrire cette première réglementation mondiale, donc sans benchmark, sans recul, avec le nez dans le guidon. Première sans doute en Europe, parce que l'idée qu'on ne reviendra pas sur ces questions pendant 10-15 ans serait absolument folle. Et en même temps, on fait du droit, on fait de la loi, on fait du règlement européen, et il y a des règles que parfois dans le débat public, on n'entend pas complètement.
parce que il y a déjà des règles dans certains domaines. Il y a des règles sur la propriété intellectuelle. Il y a une directive sur le droit d'auteur qui est nécessaire d'être réinterprétée. Il y a également dans, par exemple, un texte important et encore récent, le Digital Services Act, le règlement sur les services numériques, des dispositions sur des contenus synthétiques ou sur des risques de désinformation. Donc c'est pas la peine de répéter ou de changer. Donc tout ce travail de mise en cohérence est très complexe. Et c'est ce qui explique le fait que, à l'aube du 6e trilogue, donc en gros c'est ces rencontres des co-législateurs européens, on en soit encore à discuter de choses importantes. S'il en faut un 7e ou un 8e, pourquoi pas, mais peut-être celui-ci sera conclusif, on verra ça mercredi. Mais c'est normal qu'on prenne le temps de légiférer correctement. Donc les tensions, vous les connaissez. Donc l'AI Act est un texte que la France et d'autres pays d'ailleurs ont soutenu avec intérêt et avec force. C'est un texte qui est à l'origine basé sur la notion de risque, avec 4 catégories. Une catégorie de choses interdites, une catégorie de choses qui ont très peu de risques, et puis entre deux, il y a ce qu'on appelle le haut risque, un haut risque pour la sécurité, puisqu'on a affaire à des systèmes statistiques qui sont instables, produisent des résultats pas toujours scientifiquement permanents, démontrés, il y a des marges d'erreur, il y a des hallucinations, comme on dit. Et donc, il faut, lorsqu'on met ça dans les transports ou la santé, évidemment, prendre des garde-fous. Et puis ensuite, ce sont des systèmes statistiques. Et les systèmes statistiques réduisent des phénomènes, des personnes, des mouvements sociaux à des abstractions. Et on n'a parfois pas envie d'être réduit à des abstractions qui ne correspondent pas aux valeurs de la société, parce qu'il peut y avoir des discriminations. Et ça, c'est toute la réglementation de l'annexe 3 pour l'accès au crédit, à la banque, à l'assurance, à l'éducation, pour les questions d'application du droit policier ou justice. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la régulation par le haut risque. Et évidemment que notre pays est tout à fait, dès le départ, les risques fondationnels, et ça, c'est un acquis irréversible, les modèles fondationnels, lorsqu'ils seront embarqués dans des systèmes à haut risque, se verront appliquer le même droit en vertu du principe de neutralité technologique que les autres systèmes. La question, c'est jusqu'où et comment on remonte et comment on équilibre la question dans la chaîne en faisant en sorte que l'Europe reste un territoire d'innovation. Et quand on dit reste un territoire d'innovation, c'est qu'il faut bien comprendre que les réglementations, parfois un petit peu de type RGPD ou à l'ancienne, qui disposent que tout doit être parfait avant de la mise sur le marché, sont un tout petit peu plus compliquées parce que dans le numérique, il y a ce qu'on appelle les produits minimum viables. Il y a aussi le développement incrémental. Et quand on a affaire à des machines qui apprennent par les données, eh bien, il est très difficile, en termes de compétition et de concurrence, d'arriver avec un produit parfait si on n'a pas un cycle vertueux d'amélioration du produit avec des premiers cas d'usage concrets, réels et des données. Et c'est ça qu'on essaye de préserver aussi avec des notions que la présidence française a souhaité introduire, comme le test en conditions réelles, comme les sandbox, les bacs à sable d'expérimentation. Donc toutes ces choses qu'il faut absolument préserver, car sinon on va tout droit vers un monde, et l'open source aussi, qui est un facteur de compétition. Alors, c'est pareil, il y a des débats sur ces questions. L'open source, c'est pas caricatural, il ne s'agit pas de défendre la stratégie industrielle de telle ou telle entreprise. Il s'agit d'avoir un débat sur le fait que l'open source est un système, et on le voit avec l'AMA 2, qui peut créer une très grande dynamique, et une dynamique qui ouvre un marché, qui crée de la concurrence, et qui fait en sorte que des monopoles puissants ne puissent pas perdurer de manière abusive, autrement que par le talent et le service. Et donc c'est pour ça que la France défend aussi ces idées-là. Mais on voit bien aussi que sur ce sujet se greffent désormais d'autres débats. Et c'est la difficulté de réguler les modèles fondationnels, parce qu'il y a au moins 3 enjeux régulatoires qui se trouvent un petit peu impactés. D'abord, il y a un débat nouveau cette année qui est monté aux États-Unis avec plusieurs... Enfin, aux États-Unis, parce que c'est là où les premiers papiers séminaux ont été publiés, sur ce qu'on appelle la question des risques extrêmes. Donc il y a cette idée que les modèles de fondation pourraient devenir si puissants qu'un jour ils pourraient faciliter des usages du haut extrêmement dangereux, de type NRBC, de type désinformation systématique. Et donc, certains appellent une régulation de ces risques extrêmes, avec parfois un petit peu de tentation géopolitique ou de fermeture du marché. Une fois quand on maîtrise une technologie, on a bien envie de fermer la porte derrière soi pour qu'elle soit totalement maîtrisée. Donc il y a aussi une dimension parfois de réduction de la compétition, ou en tout cas de contrôle des marchés, ou de contrôle à l'export, pour le dire clair. Et on le voit très clairement dans l'Executive Order américain qui a été publié il y a un mois. Ensuite, il y a un débat classique en Europe désormais avec
le règlement sur les marchés numériques, le DMA, un règlement sur le monopole, la compétition, ce qu'on appelle les gatekeepers, les contrôleurs d'accès au marché. Et donc il y a aussi cette dimension, c'est l'idée qu'il faudrait réguler de manière particulière les modèles qui arriveraient à avoir un poids de marché dominant, à la fois parce qu'ils peuvent facilement entraîner la dissémination de quelques risques s'ils sont, eux, très utilisés, et donc pas s'ils ont des défaillances, mais aussi, surtout, parce qu'ils pourraient abuser de leur pouvoir. Et puis après, il y a la réglementation sur les services et les produits dont je parlais. Et donc on voit bien que légiférer avec autant d'objectifs qui appellent des réponses différentes, parce qu'évidemment, quand vous avez des risques extrêmes, la réponse, c'est le contrôle de qui a accès au modèle. En revanche, quand vous avez des risques qui sont des risques de marché ou des risques, il faut les contrôler, mais là, il faut accélérer la mise sur le marché. On a intérêt de continuer à profiter des bienfaits de l'IA pour faire des services et gagner en productivité. Donc les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Et donc là, on a une sorte de précipitation temporelle, et c'est ce qui explique, d'autres orateurs vont vous l'expliquer bien mieux que moi, mais de manière beaucoup plus précise. Mais voilà, je voulais insister un petit peu sur les enjeux qui se jouent en ce moment sur l'AI Act. Donc, demain se tient le Conseil européen numérique. Mercredi se tiendra le 6e trilogue. Il est probable qu'au mieux, on aboutira à un accord politique ou pas, ou il y aura peut-être ou un rendez-vous ultérieur, et que les travaux se poursuivront, en tout cas au début de la présidence belge. Voilà le best guess, la meilleure anticipation possible de ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une excellente journée de travail sur les Act. J'ai toujours plaisir à revenir avec vous depuis maintenant au moins 3 ou 4 ans. Et puis je suis prêt à répondre à une ou deux questions si vous le souhaitez. Peut-être une... Merci beaucoup. Vous avez évoqué le fait que le trilogue est encore en cours, mais pensez-vous que la position française, qui a été également portée par l'Allemagne et l'Italie, a été entendue? Êtes-vous confiant dans la capacité de conviction vis-à-vis des partenaires européens, vis-à-vis du Parlement? D'abord, il y a eu... après, une partie des travaux ne sont pas forcément intégralement publics, mais il y a eu plusieurs versions successives des propositions, donc elles ont évolué plutôt dans un sens de rapprochement, mais c'est normal, hein. Quand vous avez des co-législateurs, vous avez toujours une tension de négociation politique, c'est comme au niveau national comme au niveau européen. Et donc oui, les positions ont tendance à se rapprocher, et c'est heureux, c'est normal dans un processus, c'est comme ça d'ailleurs sur tous les textes européens, pour être très honnête. Là, il y a un petit peu de dramatisation, il y a un petit peu de malice de la part de la presse, et c'est bien normal, c'est une forme de spectacle démocratique, c'est ça la délibération, hein, et le débat. Mais oui, je pense qu'on se rapproche en partie. Et notamment, les seuils sont extrêmement élevés sur la question des modèles de fondation. Et la France et l'Allemagne ont toujours su qu'il fallait réguler les modèles de fondation. De toute façon, ils le seront automatiquement, ipso facto, avec le jeu du haut risque pour l'annexe 3 et l'annexe 4. Et vous ne pouvez pas imaginer une seconde que les principaux modèles dont on parle aujourd'hui n'auront aucune utilisation dans aucune des matières que j'ai citées de l'annexe 2 et de l'annexe 3. La question qui se joue, donc voilà, ramenons les choses à leur juste proportion. La question qui se joue, c'est dans quelle mesure, avec quel poids et quelle force, on regarde aussi en amont, avec des enjeux quand même aussi de répartition différente des pouvoirs entre la Commission et les États membres, c'est pas tout à fait neutre. Et quand on parle de risque extrême, on parle de souveraineté étatique. Et donc là aussi, je rappelle que la Commission européenne n'a pas de compétences ultra-régaliennes au sens dans les questions de sécurité nationale et intérieure. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des raisons. Donc tout ça ne sont pas forcément toujours mises en perspective, mais ces tensions obéissent à des principes naturels. On a aussi dans les actes cette notion de seuil qui a été évoquée au début, seuil de puissance, on va dire, des systèmes en fonction de la puissance de calcul utilisée pour les entraîner. On entend maintenant parler de seuil en termes de nombre d'utilisateurs d'utilisateurs business. Ça, c'est pas une notion qui est très qui reçoit c'est pour ça que les États, dont la France et d'autres, ont été un petit peu des seuils sont arrivés, calculé avec une certaine forme d'arbitraire, disons-le. Et à un moment, il faut bien commencer, il faut bien estimer. Donc voilà, toute législation est une question de convention. Donc 10 puissance 26 flops, est-ce que c'est un critère à partir duquel les modèles vont devenir porteurs des risques ou pas? Tout le monde convient que c'est un premier critère un petit peu au doigt mouillé, pour le dire un peu trivialement.
et qu'il doit être complété, et d'ailleurs la dernière proposition par d'autres types de critères qui vont être révisés. Bon, voilà, je pense que le problème, c'est toute la difficulté de légiférer alors que l'état de la science n'est pas stabilisé, et qu'il y a aussi une inconnue, parce que la question et le débat sur les risques extrêmes et sur les risques systémiques, c'est une anticipation d'un danger à venir. Donc c'est une sorte de principe de précaution inscrit dans des textes législatifs. Et donc évidemment, prédire l'avenir, c'est toujours plus facile rétrospectivement, donc il faut parfois accepter les conventions. Mais c'est ça qui se joue. Mais on est d'accord. Alors ensuite, dans la dernière proposition de la semaine dernière, toute récente, le seuil systémique, on va dire, par rapport à la position de marché serait 10 000 utilisateurs. Pourquoi, comment, sur quelle étude d'impact? Mais c'est ça la magie du direct, si je puis dire, dans la négociation législative.